et bonsoir à toutes et tous et merci d'être ici. Merci pour l'invitation à prendre la parole dans ce merveilleux musée. Excusez-moi pour mon français, mais je l'ai étudié seulement à l'école supérieure, so many years ago. And then I came to the United States at the American Museum of Natural History in New York, and then I came back to Italy. But I like to remember my français. So, aujourd'hui, je vais essayer de vous dire un point de vue pas trop cultivé sur la biodiversité, en espérant susciter votre discussion. Earl Ellis, qui est le premier signataire de cette publication récente, enseigne la géographie et les systèmes environnementaux à l'Université de Maryland, en Baltimore. Sa spécialité est les changements écologiques introduits par l'homme depuis la nuit des temps. Un mot, l'anthropocène. D'accord. Il se définit comme un écomoderniste. Il a une grande confiance dans la créativité humaine et les technologies vertes, qui nous sauveront, nous et le reste de la biosphère, de l'extinction. Il a fondé l'anthropoécologie, la discipline pour gérer les paysages et la nature de manière durable, de manière soutenable, en administrant judicieusement la biosphère. Récemment, sur PNAS, ici, il s'est posé une question cinglante. Et si la nature vierge était un mythe? En effet, nous avons des témoignages, and you can find them there, archéologiques et paléoécologiques, que depuis au moins 12 millénaires, les populations humaines ont profondément transformé les écosystèmes qu'elles rencontrent par l'exploitation des sols, l'utilisation de feux contrôlés, la chasse, le déplacement d'espèces biologiques invasives ou non d'une région à l'autre, la domestication des plantes et des animaux. Par conséquent, façonner, sculpter la nature à ses propres finalités n'est ni une habitude humaine récente, ni, et c'est là la question brûlante, nécessairement destructrice. So, I'm beginning with a provocation. En fait, il apparaît que même les régions où se concentrent actuellement les plus grandes richesses en espèces et que l'on définit comme intactes ou sauvages, n'ont pas été à l'abri d'une présence humaine ancienne et influente. Il y a 12 000 ans déjà, près de 3/4 des terres émergées étaient habitées, dont 95% de bois tempérés et 90% de forêts tropicales. Et donc, you can see the map, en quelque sorte influencées par les sociétés humaines. Les aires protégées et les terres indigènes qui nous paraissent si naturelles aujourd'hui sont, à bien y regarder de plus près, le résultat d'une très longue coévolution entre habitats et usages anthropiques. Selon Ellis, le mythe d'une nature violée par la civilisation à l'époque moderne doit être revu et avec lui l'idée de l'histoire humaine comme un éloignement progressif de l'âge d'or. Il s'ensuit que la crise dramatique actuelle de la biodiversité n'est pas qu'un petit parti dû à la perte ou à la conversion de terres vierges inhabitées, mais le problème réside plutôt dans l'exploitation cupide, la colonisation et l'utilisation inconsidérée des paysages, qui sont différents les uns des autres sur le plan biologique et culturel, longtemps façonnés et entretenus par les sociétés humaines antérieures. You can find this declaration. En résumé, c'est un problème de déraillement dans le rapport entre l'homme et la nature, devenu à un certain moment une appropriation téméraire et à courte vue. Autrement dit, il ne s'agirait pas d'une nature vierge, mais d'une évolution insoutenable, des manières dont l'humanité puise dans l'environnement. Il existe un lien profond entre la biodiversité et les cultures humaines, ce qui devrait nous conduire, selon de nombreuses études récentes, à un changement de perspective sur la manière de protéger les écosystèmes.
Au cours de l'expansion des populations de Homo sapiens hors d'Afrique, les interactions anciennes entre les groupes humains et les écosystèmes ont parfois eu des effets négatifs. Par exemple, la disparition d'espèces endémiques sur les îles et la contribution à l'extinction des mégafaunes dans les Amériques et en Australie. Cependant, à d'autres égards, you can find here all the pathways of human migration that I studied in United States and in Padua. Cependant, à d'autres égards, les pratiques humaines millénaires ont eu des effets écologiques positifs en termes de protection de l'habitat, de protection des variétés végétales et des races animales, aujourd'hui des précieuses réserves génétiques, de la qualité des sols, de la dispersion des graines et de la chasse soutenable, créant celle que Ellis appelle une mosaïque de paysages culturels. Après tout, le comportement humain envers l'environnement a toujours été ambivalent. Dans la grande expansion hors d'Afrique que vous voyez ici, avec tous les voies migratoires que nous avons reconstituées grâce à des généticiens tels que Luigi Luca Cavalli Sforza, avec qui j'ai collaboré sur plusieurs projets, nous pouvons trouver des scènes de chasse vraiment antiques, par exemple dans le mer de Kara, sur l'océan Arctique. Incroyablement, il y a déjà 45 000 ans. So, people belonging to Homo sapiens species already there. Et quelques millénaires plus tard, l'art rupestre précieuse de Sulawesi. So, we have found rock art in Sulawesi. So, on y voit la capacité ici de s'adapter à des environnements très différents. Le pôle Nord est une île tropicale équatoriale, montrant des comportements agressifs et artistiques ensemble. Nous changeons le monde, même celui des autres espèces humaines, comme celle que vous voyez ici dans l'arbre génétique, phylogénétique des hominines. Je suis exactement un expert en la reconstitution de ces arbres de l'évolution, de spéciation. Nous sommes ceux un autre à droite, et jusqu'il y a quelques dizaines de milliards d'années, il y avait au moins, nous avons découvert, il y avait au moins 4 autres espèces humaines ensemble, avec lesquelles nous coexistons, mais que nous avons ensuite inexorablement remplacées, pas avant de croiser au moins 2 d'entre elles, les Néandertaliens et Denisova. Nous sommes une espèce créative et invasive à la fois. Selon les spécialistes, l'utilisation intensive des terres et la propagation omniprésente de populations humaines, avec une patrouille d'espèces invasives mortelles, se sont développées progressivement à partir du néolithique, subissant ensuite 2 pressions dramatiques avec le colonialisme et la grande accélération du milieu du XXe siècle. Le siècle au sens du début de l'asphalte, des pesticides et des engrais qui ont homogénéisé le monde. Le résultat est que la biodiversité est maintenant largement concentrée dans des environnements où l'utilisation à faible intensité des écosystèmes s'est poursuivie grâce aux peuples autochtones. L'histoire naturelle est donc en grande partie, pour le meilleur ou pour le pire, une histoire humaine. Attention, affirmer que l'humanité a toujours transformé le monde, la nature autour d'elle, étant Homo sapiens un habile constructeur de niches à l'échelle mondiale, ne nous offre aucun alibi historique. Au contraire, cela suggère que peut-être se concentrer sur le salut seulement de la seule espèce emblématique, ou sur le rêve de protéger des habitats non contaminés est insuffisant, du moins en ce qui concerne les terres habitées. Évidemment, différent est le cas des environnements marins, où nous ne vivons pas et où les extensions des sanctuaires protégés est fondamentale et urgente. Il faut aussi considérer la biodiversité qui résiste et évolue dans les niches les plus anthropisées, qui est l'objet de l'écologie urbaine, et celle qui s'épanouit
dans les terres gardées pour les peuples autochtones. Et si protéger des habitats non contaminés signifie expulser ceux qui y vivent, alors la méthode est non seulement insuffisante, mais erronée. Prétendre qu'il n'y a pas de population humaine sur les terres où se concentre la biodiversité est une erreur. Pavé de bonnes intentions, notre arrivée dans un pays tropical et enfermer, isoler, évincer et ignorer les communautés locales, c'est perpétrer des formes intolérables de néocolonialisme et de paternalisme. En plus de la répression, c'est un acte de présomption. Nous supposons que nous en sachons plus et puissions faire mieux que ceux qui vivent sur ces terres depuis des millénaires. Or, il s'avère que cette approche n'est pas seulement condamnable sur le plan éthique. Données scientifiques en main, ça ne marche tout simplement pas. Il est temps de décoloniser la conservation de la biodiversité. Donc, imaginez naître dans un paradis de biodiversité. Les techniciens des villes viennent vous dire comment protéger la forêt. Ils vous expliquent les règles de comportement et les bonnes pratiques. Mais vous vous rendez compte que ce sont souvent les mêmes que vous avez déjà adoptés depuis des générations. Ici, c'est la frustration que les communautés indigènes ont trop souvent subie lorsque les scientifiques occidentaux arrivent. Les portes des parcs et réserves sont franchies par une foule de touristes fortunés, pressés et distraits qui paient 1 000 € pour dormir une nuit dans les lodges et le lendemain matin, ils sont prêts pour le safari en bus. Les fusils sont remplacés par des téléobjectifs, au mieux, et le fond selvatique est un simple spectacle ornemental. Les indigènes, les natifs les plus chanceux sont les guides, les chauffeurs et les rangers, tous les autres serviteurs. Et les enfants des écoles voisines n'ont jamais visité ce parc car ils ne peuvent pas se le permettre. Les dommages commis par l'humanité ne peuvent être réparés en faisant une autre partie de l'humanité, celle qui est historiquement moins coupable. Les communautés autochtones sont fondamentales pour la conservation de la biodiversité pour une longue série de raisons que la communauté scientifique met enfin en lumière aujourd'hui, finalement. Premièrement, les peuples autochtones sont généralement plus efficaces que nous en tant que gardiens de leur terre, en termes d'entretien de la forêt, de sa santé et de sa capacité à séquestrer la dioxyde de carbone. Les données scientifiques indiquent que les zones sous protection autochtone fonctionnent mieux, bien mieux, que celles protégées par État. Considérant que la déforestation tropicale contribue à hauteur de 8% aux émissions nettes de gaz à effet de serre et que 30% de toute la pollution par les combustibles fossiles est absorbée par les forêts, nous serions également d'accord pour dire que les peuples autochtones conservent l'intégralité des droits sur leur propre terre. Les institutions mondiales, les organisations non gouvernementales, les États ont trop longtemps préféré l'idéal d'une nature sauvage humainement désertifiée, oubliant que les peuples autochtones ont longtemps su évaluer, utiliser et façonner des paysages d'une grande valeur pour la biodiversité même. Une nouvelle sous-discipline, l'archéologie du changement climatique, interroge le rôle de la diversité culturelle comme ressource de résilience et de protection de la biodiversité. Une nouvelle discipline. Aujourd'hui, les pratiques communautaires de conservation montrent de manière convaincante qu'il est temps de forger une nouvelle alliance entre la science la plus avancée et les savoirs traditionnels, qui ne relèvent pas seulement de la magie et de la superstition, mais peuvent apporter une contribution en termes de cogestion et de connaissance de base de la biodiversité locale. In terms of alimentation diversifiée, pratique efficace d'économie de ressources, en particulier l'eau, capacité d'adaptation au changement écologique en cours. Traditionnel ne veut pas nécessairement dire rétrograde. Au lieu d'atterrir un hélicoptère et de tendre des barbelés,
Mieux vaut s'asseoir autour d'une table, discuter des solutions et convenir que les interventions pour protéger la biodiversité devront bénéficier à tous, plantes et animaux locaux, de ceux qui vivent à la limite de la subsistance, les enfants des écoles voisines, des petits agriculteurs et commerçants du village voisin. Et par conséquent, pour l'ensemble de l'humanité. Il suffit de penser à la façon d'une bonne gestion des écosystèmes en accord avec les communautés locales peut réduire le braconnage et diminuer les probabilités de pandémie. Ces endroits semblent exotiques et éloignés de nos villes, mais on oublie à quel point les agents pathogènes sont rapides à embarquer sur des vols intercontinentaux. Cet article, c'est très intéressant, publié par Anthony Fauci et David Morens dans Cell récemment, montre bien l'évolution et l'écologie des pandémies. Nous sommes entrés, selon Fauci et Morens, dans l'ère de les pandémies, l'ère pandémique, en raison de la dévastation de l'environnement. Ce qui est la carte de pandémie, ceci, you can see, la carte des pandémies de plus en plus nombreuses de 1980 à aujourd'hui dans le monde, nouvelle et réémergente. La preuve est claire. Ce sont les niches anthropiques créées par l'homme qui favorisent aujourd'hui les agents pathogènes. You can see la liste here. Par conséquent, les pandémies doivent également être considérées comme un coût environnemental, un coût dû à l'extinction de la biodiversité, à la déforestation, au commerce illégal d'animaux exotiques et aussi au manque de respect pour le peuple autochtone. Ce n'est donc pas un hasard si, partout dans le monde, les zones gérées par les peuples autochtones sont celles qui présentent la plus grande biodiversité. Ce n'est pas parce qu'ils viennent de le trouver, mais parce qu'ils ont su les façonner et l'entretenir. Les projets de conservation basés sur la coopération décentralisée se multiplient. Par exemple, en promouvant l'éducation environnementale locale et en redistribuant les recettes d'un tourisme aussi respectueux et conscient que possible. Nous ne sommes qu'au début, mais les premières données sont réconfortantes. Il est temps de mettre un terme au progrès basé sur le bûcheron et les industries extractives. Aussi parce que la conservation de la biodiversité, alliée à la protection et à la valorisation des communautés locales, améliore significativement la capacité à faire face aux changements écologiques et climatiques en cours. Et cela conviendrait à tout le monde. Dans un article récemment publié dans Science Advance, ici, un groupe d'écologistes faisant autorité dans Stuart Pym et many others, a calculé, incroyable, a calculé les coûts et les avantages de la prévention primaire des pandémies zoonotiques, c'est-à-dire la prévention qui précède l'apparition de la première épidémie. Une meilleure surveillance des retombées potentielles, le développement des bases de données génétiques mondiales sur les microbes, une gestion plus prudente du trafic d'espèces sauvages, la lutte contre le commerce illégal et la réduction substantielle de la déforestation sont des actions d'avenir qui, prises tout ensemble, coûteront un 20e de comparaison le prix à payer pour intervenir avant le fait accompli. Un 20e. Il est impressionnant de lire ici, en termes quantitatifs, non philosophiques, à quel point l'arrêt de la déforestation nous reviendrait bien moins cher que la déforestation. Nous devenons plus riches en défendant la forêt, pas en la détruisant. Les économies que nous réaliserions en protégeant les forêts ainsi que leurs habitants, humains et autres, sont particulièrement impressionnantes. Réduction des émissions de dioxyde de carbone, conservation des approvisionnements de l'eau, protection de la biodiversité, défense des droits des peuples autochtones,
suppression de l'émergence d'agents pathogènes anciens et nouveaux. Edward Wilson, décédé à la fin du dernier année, avait raison lorsqu'il a dit que détruire la forêt tropicale pour un gain économique, c'est comme brûler un tableau de la Renaissance pour préparer le dîner. Si de l'autre côté de la balance, on met que le revenu de la déforestation ne sont pas du tout redistribués, mais au contraire concentrés en quelques mains avides, comme l'extraction et le négoce de métaux rares à usage technologique, qui dévastent habitats in tout le monde, in tous les continents, le lien entre la protection de l'environnement et la justice sociale apparaît clair. Jusqu'ici, l'éthique pragmatique nous en convient. Puis, il y a l'éthique de principe en philosophie. Même si cela ne nous convenait pas, si absurdement il n'y avait pas tous ces avantages écologiques et économiques, nous n'aurions de toute façon aucun titre pour enfreindre les droits des indigènes à demeurer librement et sereinement sur leur terre, en adoptant le mode de vie qui leur convient au mieux. Au-delà de toute dimension utilitaire, se pose donc une question d'égalité incontournable. Les peuples autochtones ont énormément souffert de la pandémie de SARS-CoV-2 et seul un petit pourcentage d'entre eux a été atteint par les vaccins. Les responsabilités de ces populations dans la crise environnementale et climatique en cours sont presque nulles. Pourtant, elles sont les premières à en payer les pires conséquences de la désertification ou incendie. Lorsque nous utilisons le mot anthropocène, nous devons toujours nous rappeler que les défauts ne sont pas partagés également entre toute l'humanité. Comme si cela ne suffisait pas, l'histoire de la violence, des massacres, des esclavages a souffert, comme si la maladie, l'alcoolisme et les suicides ne suffisaient pas, des centaines de représentants de communautés indigènes du monde entier, du Mexique à l'Amazon, de l'Afrique à l'Indonésie, aujourd'hui, ils continuent d'être brutalisés et tués chaque année par des miliciens tueurs engagés dès qu'ils protestent contre l'exploitation violente et téméraire de leurs terres à des fins industrielles, minières et agricoles. Il n'y a aucune idéalisation derrière cette revendication de justice. Les communautés autochtones ne sont pas les fossiles vivants d'un passé harmonieux et idyllique. Comme nous l'avons vu, ils ont issus d'une longue coévolution, en équilibre instable avec l'écosystème qu'ils habitent. Un autre, les forêts sont également menacées par la chasse et la cueillette à des fins de subsistance, bien que celles-ci soient beaucoup moins importantes que d'autres éléments. Comme les populations locales vivant dans ou à la périphérie des aires protégées sont souvent pauvres, affamées et abandonnées. Aller chercher du bois dans la forêt et ou se nourrir d'animaux en voie de disparition peut parfois faire la différence entre la vie et la mort. Il est impossible de sauvegarder la biodiversité si nous ne prenons pas soin du bien-être et des droits des peuples autochtones qui vivent dans ces régions et qui souffrent de la déprédation menée par les pays et les classes les plus riches. Il n'y a pas de sauvegarde de la nature sans lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Et il est intéressant que ce principe soit désormais contenu à la fois dans les encycliques papales de Francesco et dans les articles scientifiques aux tonalités inquiètes qui paraissent chaque semaine dans les grands journaux internationaux. Malgré ce chœur hétéroclite de voix, l'appel reste presque inaudible. Pourtant, c'est simple. Les forêts jouent un rôle crucial dans les plans d'atténuation du réchauffement climatique, car elles séquestrent le dioxyde de carbone et compensent les émissions anthropiques. Les peuples autochtones qui y vivent doivent non seulement avoir leur mot à dire dans la gestion des forêts elles-mêmes, mais ils possèdent les connaissances et les pratiques essentielles au succès de ces initiatives. Leur exploitation de la forêt est durable et soutenable par définition. Ce sont des humains imparfaits comme nous, pleins de conflits et de contradictions.
mais leurs actions sont imprégnées de l'idée d'être les habitants de passage d'un système beaucoup plus vaste qu'eux, de faire partie d'un réseau de relations qui existait avant eux et continuera ensuite. En nous apprenant à renouer avec le reste de la nature, ils sont un réservoir d'imagination pour notre esprit atrophié au sein d'un modèle de développement et de consommation que nous supposons sans alternative. Par conséquent, quel que soit le rôle très utile également pour nous, qui vivons dans le contexte urbain, industriel et fortement anthropisé, personne n'a le droit de contraindre ces populations à abandonner leur mode de vie et leur terre, pour des raisons économiques, sociales ou culturelles, les obligeant à médian en bordure de nouveaux zones protégées. Les forêts est leur spiritualité, que toutes les autres religions devraient simplement respecter. À l'aube de cette année 2022, en Italie, nous avons ajouté dans notre constitution 4 mots: biodiversité, environnement, écosystème et génération future. Les populations natives ont gravé ces mots dans une constitution matérielle millénaire. La mosaïque des paysages culturels des populations indigènes est aujourd'hui presque entièrement nivellée par l'agriculture à grande échelle, les plantations extensives, la diffusion d'espèces animales et végétales domestiques ou invasives, l'exploitation extractive et néocoloniale des terres les plus riches en biodiversité par des puissances étrangères, avec la complicité et complaisance des classes dirigeantes locales corrompues. Le résultat est un paysage bioculturel globalisé, homogène, plus pauvre, simplifié, tant sur le plan culturel que biologique. Lorsque nous parcourons le monde, nous nous rendons compte que les villes et les campagnes offrent désormais des scénarios qui nous sont familiers partout, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Les recherches sur les liens entre la biodiversité et les communautés autochtones modifient également la manière de concevoir les relations entre nature et culture. Pour trouver un exemple, restons en Italie. On l'oublie souvent, mais l'Italie est le pays d'Europe avec la plus grande biodiversité, mesurée à la fois en termes de nombre d'espèces animales et végétales et en termes de diversification des écosystèmes et des sols. Plus intéressant encore, l'Italie est le pays européen avec la plus grande diversité génétique humaine. En outre, il présente un degré élevé de diversité culturelle mesurée en termes de nombre de minorités linguistiques, des dialectes, des traditions locales et des styles d'artisanat. Dans le cas de culture gastronomique, il existe une relation directe entre la grande diversité des produits agroalimentaires italiens et la diversité des traditions culinaires. Dans d'autres parties du monde, et c'est un mystère intéressant, par exemple en Nouvelle-Guinée et en Équateur, lorsque la diversité biologique est élevée, partout dans le monde, lorsque la diversité biologique est élevée, la diversité culturelle l'est également. Cela se produit dans le bassin amazonien, en Afrique centrale, dans la région indo-malaise et en la Méditerranée. La correspondance est vraiment forte. Là où il y a diversité biologique, il y a diversité culturelle. Pourquoi? Cependant, il n'existe actuellement aucune explication scientifique formalisée de cette correspondance. Il ne semble pas que la diversité biologique puisse causer directement la diversité culturelle. Au contraire, des facteurs et des mécanismes communs sont susceptibles d'expliquer leur évolution parallèle. L'union de la diversité biologique et de la diversité culturelle est appelée diversité bioculturelle. À l'Université de Padoue, nous étudions les raisons scientifiques de cette correspondance, en prenant le cas italien. Dans le cas de l'Italie, les facteurs soupçonnés d'être à la base du phénomène sont l'irrégularité du territoire, avec 2 chaînes de montagnes perpendiculaires, la densité des barrières écologiques, la localisation dans la zone méditerranée, qui est un hotspot de biodiversité, l'excursion latitudinale de la Sicile ou Friuli, et la diversité des paysages, et surtout le fait que la péninsule a toujours été un lieu de transit pour les populations biologiques
dont les humains, du sud vers nord et de l'est en ouest. Bien sûr, l'évolution parallèle de la diversité biologique et de la diversité culturelle est également d'une grande valeur pour la conservation. La correspondance, en effet, s'applique aussi dans le négatif. Quand on perd la diversité biologique, on perd aussi la diversité culturelle, et vice-versa. Malheureusement, les deux phénomènes liés s'accélèrent à l'unisson. L'effondrement actuel de la biodiversité est assimilable à une extinction de masse. Vous pouvez le voir aussi dans la merveilleuse exhibition sur le sauvage, ici. La 6e extinction de masse, après les 5 que l'on retrouve dans la documentation paléontologique. L'une des premières à le soutenir a été le paléontologue Richard Leakey, également décédé récemment. Et I like to remind you about him. Ici, vous voyez la confirmation dans Nature que nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse. Voilà les données scientifiques. Vous voyez aussi les données également confirmées par Science récemment, qui a inventé ce nouveau mot, terrible mot, la défaunation. Nous sommes en train de défauner le monde. Et les données s'aggravent malheureusement. C'est incroyable. C'est un appel dramatique de toutes les sociétés scientifiques traitant de l'eau. So, fisheries, marine biodiversity and so on. Qui disent qu'au cours des 50 dernières années, la biodiversité des eaux douces du monde, c'est-à-dire des lacs et des rivières, a chuté de 4,23%. Terrible. On ne le croit pas, presque pas. 4,23%, une demi-siècle. Nous risquions, pour moi, de devenir la première espèce qui, à force de détruire l'environnement et de faire la guerre avec des armes de destruction massive, met en danger sa survie même. Pour cela, j'ai proposé à l'IUCN d'introduire une nouvelle catégorie, les espèces automénagées, self-endangered species. La perte de langue survenue après la colonisation européenne du monde est comparable à une extinction massive. Biologie et culture. Aujourd'hui, environ 7000 langues sont parlées dans le monde, dont la moitié sont en voie de disparition. L'homogénéisation linguistique, avec peu de langues dominantes, va de pair avec celle culturelle et biologique. Les 90% des langues sont parlées par des minorités indigènes qui ensemble n'atteignent pas le 10% de la population mondiale. L'extinction d'une langue, comme celle d'une espèce, est irréversible. Avec elle, tout un univers de signification, d'idiomes, de traditions culturelles et en même temps d'adaptation sédimentée à l'environnement disparaît. Le preuve du rôle essentiel des savoirs locaux pour faire face au changement climatique et écologique ne trouve pas encore de contrepartie adéquate dans les projets de conservation. La déclaration finale de la dernière assemblée de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, tenue à Kunming en octobre du 2021, est imprégnée de la propagande de greenwashing du régime chinois, a formellement reconnu que les peuples autochtones et les communautés locales contribuent à la conservation et à l'utilisation durable, soutenable des ressources, à travers l'application des connaissances, innovation des pratiques traditionnelles et par la gestion directe de la biodiversité sur leurs terres. Finalement, par conséquent, leur participation à tous les projets de conservation doit être pleine et effective. Objectif, revenir à vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050. C'est la rhétorique. Les investissements économiques prévus ne sont cependant guère plus qu'un palliatif. Quant au engagement concret et contraignant, reporté à la session 2022.
Tout cela n'est pas une forme de catastrophisme. Vous voyez ici, comme Edward Wilson et ses collègues mathématiciens de Harvard ont calculé, c'est magnifique, ont calculé que pour arrêter la 6e extinction des masses, nous devions protéger de manière légère et non intégrale, avec les humains, le 50% de la surface de la Terre, y compris les océans, demi-planète. C'est beaucoup? Pas beaucoup? Cela dépend de nous. Mais il est possible. Il n'est pas catastrophisme. Il est possible. Dans une récente interview dans Nature Climate Change, des représentants des organisations engagées sur la défense de la diversité bioculturelle ont expliqué pourquoi en 2022, les peuples autochtones sont les gardiens de la forêt et sentent les réchauffements climatiques progresser chaque année dans les nuances de la couverture neigeuse, dans le comportement des animaux, dans la période de croissance des plantes. Ils le savent et s'adaptent déjà, non pas pour des mérites intrinsiques, mais parce que leurs yeux et leurs oreilles ont évolué dans ce contexte, sur le terrain, à chaque changement de saison. Comme l'écrivain, un grand ami de Charles Darwin, Thomas Huxley, les peuples autochtones sont les diplômés de l'Université de la nature, capables de lire leur écosystème comme un livre. Dans un passage splendide qui mérite d'être cité intégralement, Huxley décrit ainsi la méthode circonstancielle des nomades. Des brindilles fraîchement brisées, des feuilles broyées, des cailloux déplacés et des empreintes à peine discernables par l'œil inexpérimenté. Ces diplômés de l'Université de la nature, ils seront devinés, non seulement le fait qu'un groupe est passé par là, mais aussi sa force, sa composition, les chemins suivis et le nombre d'heures ou de jours qui se sont écoulés depuis son passage. Ils en sont capables car ils perçoivent d'infinies petites différences là où des yeux inexpérimentés ne voient rien. Et parce que la logique inconsciente du sens commun les pousse à expliquer ces effets par les causes dont ils savent qu'elles sont compétents pour les produire. Ils ne sont ni romantiques ni nostalgiques. Ils sont inductifs et abductifs. Ils n'appellent pas à un retour à la prétendue pureté de la nature telle qu'elle était avant. Ils connaissent la science et les technologies et ils les orientent vers leurs objectifs. Ils aiment le progrès, mais pas notre genre de progrès. Merci. And this is a quotation from Mark Twain. And here Mark Twain is explaining something that today we know is absolutely exactly, because if you compare the age of the evolution of life on Earth to the Tour Eiffel, human species, Homo sapiens, is exactly like the final teeny degree of painting on the top of the final part of the Tour Eiffel. And according to Mark Twain, we humans continue to think that the Tour Eiffel has been built exactly to put this teeny level of painting on the top. Merci beaucoup pour cette présentation. Si vous avez des questions ou des remarques,